Vous souvenez-vous de Chums plus tôt cette année? Vous vous souvenez bien sûr que le prince Harry a décidé, avec sa femme, l'ancienne actrice de télévision câblée Meghan Markle. Cela a commencé par un appel téléphonique, un appel qui, selon des initiés, a changé l'ambiance au siège de Givenchy à Paris presque instantanément. Selon plusieurs sources du monde de la mode, l'équipe de Meghan Markle avait contacté directement le directeur principal des relations publiques de la maison, faisant ce qui a été décrit comme une proposition urgente de niveau royal. La demande, une collaboration Givenchy/Meghan à grande échelle, une campagne mondiale mettant en vedette Meghan comme visage de la royauté moderne. Ce n'était pas tout à fait sorti de nulle part. Ils allaient changer leur nom, leur look ou quoi que ce soit. Et soudain, tout a explosé et est entré dans le domaine public. Givenchy avait été la maison choisie par Meghan. Sa robe de mariée, ses premières apparitions publiques, l'élégance qui a défini son air de duchesse. Mais depuis son départ de la famille royale, la relation s'était compliquée. La maison s'était recentrée sur le minimalisme et la direction artistique, tandis que Meghan s'était recentrée sur l'activisme des célébrités et l'autocuration. Malgré tout, son argumentaire était audacieux. Selon un extrait divulgué de la proposition examinée par Le Monde Mode, son équipe a décrit le concept comme une collaboration qui unit l'héritage royal à la réinvention, une évolution de la femme Givenchy. Il y avait même un slogan, la tradition réimaginée. Au début, le personnel pensait que c'était de la satire. Le prince Harry et Meghan Markle ont perdu de nombreuses opportunités et, à juste titre, Chums, soyons directs. Mais la proposition était réelle, tout comme la demande. Meghan ne demandait pas un simple rôle d'ambassadrice. Elle voulait une ligne capsule co-marquée, une contribution créative sur les visuels et une place de choix dans toutes les promotions mondiales. Elle voulait un partenariat sur un pied d'égalité, a déclaré un initié parisien. Mais dans la couture, personne n'est égal à la maison. La réponse de Givenchy, cependant, n'a pas été immédiate. Pendant 2 semaines, ils ont discuté, en interne, prudent, en conflit et conscient, que tout ce qui impliquait Meghan signifiait une attention à une échelle que peu de marques pouvaient gérer. Le problème que vous avez, comme vous le savez, avec ces deux-là, c'est qu'ils ne peuvent pas rester sur une voie. Et là réside le problème à mon avis, car quelle que soit la version que vous faites, et ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est que cette attention est venue avec des controverses récentes. La lassitude de l'image, le récit médiatique implacable, tout cela faisait maintenant partie de sa personnalité publique. Finalement, le directeur artistique a rédigé une réponse polie mais décisive. Bien que nous apprécions le lien historique de la duchesse avec Givenchy, nous n'explorons pas de projet de collaboration pour le moment. Mais avant même que ce message ne soit envoyé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une styliste travaillant pour Meghan a publié une story Instagram depuis Paris. Un court clip intitulé « IYC Official Magic Coming Soon ». Quand vous regardez, par exemple, la dernière entrevue de Meghan Markle avec le magazine Fortune, et vous vous demandez, eh bien, de quoi s'agissait-il? Vous savez, la publication est devenue virale en quelques minutes. Les spéculations ont explosé. Meghan revenait-elle chez Givenchy? Y avait-il une ligne royale secrète en préparation? Au sein de la maison, le chaos a éclaté. Les cadres ont paniqué. Les services juridiques et de communication se sont déménés. La collaboration n'existait pas, mais la rumeur, oui. Et avant même que Givenchy ne puisse clarifier, l'équipe de Meghan avait déjà allumé un feu qui transformerait la mode parisienne en un champ de bataille de la perception. Je pense que la femme était, vous savez, quel était l'intérêt? Elle ne lui a jamais posé de questions orientées. Pourquoi, vous savez, Meghan a été autorisée à dire qu'elle était un succès? Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausses déclarations et dissimulation de relations publiques prennent des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas, non, si elles ne veulent pas. La femme n'est pas un succès.
Ce n'est pas parce que vous vendez quelques bricoles que vous êtes un méga succès. Mais bien sûr, quand vous regardez les chiffres, et c'est ça qui est intéressant. Le lendemain matin, les blogs de mode parisiens étaient en ébullition. Givenchy is Meghan confirmé, titrait un gros titre. La duchesse revient à sa marque de mariage et collaboration surprise, disait un autre. Mais il n'y avait pas de collaboration, pas même une conversation au-delà de cet email de proposition. Chez Givenchy, la panique s'est transformée en indignation. Selon une note de service divulguée plus tard à Business of Fashion Europe, l'équipe des relations publiques a reçu l'instruction de surveiller et de corriger les faux récits liés à la traduction d'associations non autorisées. Meghan les avait forcés à agir. Les dirigeants de la maison ont débattu de l'opportunité de répondre immédiatement ou d'attendre que la frénésie s'éteigne. Mais attendre n'était pas une option. Chaque minute, la rumeur grossissait. Des images d'archives de Meghan et de sa robe de mariée Givenchy de 2018 étaient de nouveau à la mode. Des influenceurs de la mode publiaient des maquettes de la capsule de la duchesse avec de faux logos. Le nom de Givenchy était en vogue dans le monde entier et ils n'avaient rien à montrer en retour. Le même après-midi, ils ont enfreint le protocole. Une rare déclaration publique est apparue sur le compte Instagram officiel de Givenchy. Givenchy n'a aucune collaboration active prévue avec la duchesse de Sussex. Nous restons fiers de notre histoire commune, mais aucun partenariat n'existe actuellement. La section des commentaires a explosé. Des milliers de fans ont inondé la publication d'emojis et de supplications pour faire revenir Meghan. Mais d'autres n'étaient pas aussi gentils. Elle les a utilisés pour faire les gros titres. Givenchy mérite mieux que des coups de pub. Pendant ce temps, à Montecito, l'équipe de Meghan rédigeait déjà une réponse, mais pas le genre de réponse que les gens attendaient. Ils n'ont pas nié l'histoire. Ils l'ont redirigée. Un contact de presse proche de Meghan a donné une citation à Variety. La duchesse a toujours admiré l'esthétique intemporelle de Givenchy. Elle pense que la collaboration entre la mode et la cause peut créer un impact culturel significatif. Pas de démenti, juste de la philosophie. Et ça a marché. En quelques heures, plusieurs médias ont recadré la controverse comme une mauvaise communication, un dialogue créatif bien intentionné qui avait été sorti de son contexte. Mais chez Givenchy, les dirigeants étaient furieux. L'expression « mode et cause » ne faisait partie d'aucune correspondance de la marque. C'était la façon dont Meghan tordait le récit, transformant un rejet en une position morale. Elle a détourné le silence, a déclaré un responsable des relations publiques au Le Figaro. Elle sait que nous ne nous battons pas en public, alors elle parle pour les deux parties et remporte le récit. Malgré tout, Givenchy n'était pas sur le point de laisser l'histoire se répéter. Ils avaient vu ce que Dior, Hermès et Valentino avaient traversé. Et cette fois, ils se battraient en retour, discrètement, élégamment, mais de manière décisive. À huis clos, l'équipe juridique a commencé à rédiger une mise en demeure officielle concernant la présentation inexacte d'une collaboration potentielle. Ils ne faisaient pas que prendre leur distance, ils rompaient les liens. Mais Meghan, comme toujours, l'avait déjà anticipé parce que la publication qui allait bouleverser l'histoire était déjà programmée pour être mise en ligne le lendemain matin. Le lendemain matin, la publication Instagram de Meghan est tombée comme une grenade parfaitement chronométrée. Une seule photo, élégante, cinématographique, indéniablement délibérée. Elle se tenait dans une robe de style Givenchy blanche minimaliste, les cheveux tirés en arrière, les yeux fixés sur l'appareil photo. Pas de logo, pas de tag, juste une légende. Les moments de boucle complète ne sont pas programmés, ils sont ressentis. En quelques minutes, l'image est devenue virale. Les fans ont inondé les commentaires d'enthousiasme. Elle est de retour avec Givenchy, les retrouvailles que nous attendions. Et juste comme ça, malgré la déclaration officielle de Givenchy la veille, le public a de nouveau cru qu'il y avait une collaboration. Dans le bureau parisien de Givenchy, l'atmosphère était glaciale. Les dirigeants étaient assis autour d'une longue table en verre, les yeux fixés sur la photo à l'écran. Le directeur artistique aurait murmuré à voix basse « Elle utilise notre fantôme ».
Ils étaient furieux, mais aussi piégés. La robe n'était pas techniquement une pièce de Givoni. C'était une reconstitution par un atelier de Los Angeles inspirée de la silhouette de la robe de mariée royale de Meghan. Elle ressemblait à du Givoni. Elle avait l'air de Givenchy, mais légalement, elle ne l'était pas. Cette zone grise était le champ de bataille préféré de Meghan. Une jeune styliste qui avait brièvement travaillé avec sa marque a déclaré à Grazia: « Elle est brillante dans l'utilisation de l'absence. Elle ne dit jamais Givoni. Elle crée juste l'illusion et laisse Internet le dire pour elle. » À midi, les tabloïds parlaient du lancement en douceur d'une nouvelle ère Meghan x Givenchy. Twitter était en vogue avec « Givoni revient ». Les podcasts de mode disséquaient chaque point de la robe. La direction de Givenchy était furieuse. Ils ont publié une deuxième déclaration, plus ferme, par l'intermédiaire de leur société mère, LVMH. Givenchy réitère qu'aucune collaboration créative, commerciale ou promotionnelle n'existe avec la duchesse de Sussex. Toute ressemblance dans l'imagerie est purement fortuite, mais il était trop tard. La déclaration n'a fait que rendre la photo plus emblématique. Elle ressemblait maintenant à un scandale, et les scandales se vendent plus vite que la soie. Pendant ce temps, à Montecito, Meghan contrôlait totalement la tempête qu'elle avait créée. Elle aurait dit à sa petite équipe: « Ils vont me renier à nouveau. C'est bien, parce que le monde vient de voir à quoi il ressemblerait s'il ne l'avait pas fait. » En quelques heures, son équipe a téléchargé une bobine des coulisses. Gros plan de drapé de tissu, croquis et Meghan passant devant un miroir, sa réflexion scintillante. La légende disait « Inspiré par des maisons intemporelles, construites par de nouvelles mains ». Les critiques de mode ont qualifié cela de masterclass en marketing symbolique. Elle avait transformé le rejet en renaissance. Même Vogue Italia a admis que Givenchy avait dit non. Mais la duchesse a répondu par un oui visuel et le sien a parlé plus fort. Chez LVMH, les supérieurs sont finalement intervenus. Une note de service confidentiel a été diffusée dans toutes ses filiales de mode, avertissant les marques de faire preuve de prudence dans leurs associations avec des personnalités publiques dont l'interprétation créative pourrait être en conflit avec l'intégrité de la marque. Le message était clair. Givenchy avait officiellement coupé tout contact informel restant, pas d'appel, pas de contact avec la presse. Même les stylistes connus pour avoir travaillé avec Meghan ont été discrètement invités à suspendre leurs affiliations. Elle était devenue la muse interdite de la mode, celle que tout le monde voulait regarder, mais que personne n'osait toucher. Et elle n'en avait pas encore fini, parce que sa prochaine action ne remettrait pas seulement en question Givenchy. Elle remettrait en question toute la structure du monde de la mode elle-même. 3 jours plus tard, alors que Givoni se débattait pour contenir les retombées des relations publiques, Meghan a fait son geste le plus audacieux à ce jour. Une nouvelle page web est apparue discrètement sous l'onglet des médias de sa fondation. Le titre, « La collaboration qui aurait pu être ». Elle présentait une esthétique minimaliste en noir et blanc, tout en minuscule, de larges marges, une élégance discrète qui ressemblait étrangement à la propre image de marque de Givenchy. En haut de la page, un paragraphe disait « Lorsque la tradition rejette l'innovation, l'histoire ne s'arrête pas, elle évolue. » En dessous, il y avait une série de photos haute résolution. Meghan dans une collection de pièces personnalisées qui rappelait clairement le langage de conception de Givenchy. Une couture impeccable, des manches sculptées, des soies monochromes. Chaque image portait la même ligne en dessous, inspirée par l'héritage, appartenant à personne. Pour le spectateur occasionnel, c'était magnifique, de bon goût, émouvant, ambitieux. Pour quiconque dans la mode, c'était un défi ouvert. Les chaînes Slack internes de Givenchy auraient explosé. Les designers étaient furieux que Meghan ait recréé leur esthétique avec autant d'audace. Un conseiller juridique principal a écrit ce qui serait plus tard cité dans le Jural Dukes. Elle a transformé notre signature en symbolisme. Chaque ligne de cette collection est un défi. L'après-midi, le site avait 2 millions de visites. Le soir, les médias français l'avaient surnommé « l'affaire Givenchy ». Même au sein de LVMH, certains dirigeants étaient partagés.
Elle comprend la psychologie de la marque mieux que les influenceurs, a admis un initié. Elle donne l'impression que le rejet est son idée. Mais la colère à Paris était à son comble. Les avocats de Givenchy ont rédigé une mise en demeure officielle, citant une fausse représentation esthétique délibérée et une utilisation non autorisée de l'habillage commercial. C'était du jargon juridique pour quelque chose de plus profond. Ils croyaient qu'elle souillait leur ADN visuel. Lorsque l'ordonnance a été livrée à Montecito, l'équipe de Meghan n'a pas paniqué. Ils ont ri parce qu'elle y avait déjà écrit sa réponse et l'avait transformée en titre. Quelques heures après avoir reçu la lettre, son directeur des relations publiques a transmis une déclaration préparée à Vanity Fair. Le travail de la duchesse célèbre l'inspiration, pas l'imitation. Si la beauté appartient uniquement aux marques qui la déposent, alors l'art n'appartient plus aux gens. La citation est devenue virale. Ses fans l'ont saluée comme le discours dont la mode ne savait pas qu'elle avait besoin. L'art appartient aux gens est devenu une tendance sur TikTok avec des créateurs remixant ces mots sur des clips de défilés. Même quelques designers étaient eux secrètement d'accord avec elle. Un initié anonyme de la couture a déclaré à Grazia: « Elle oblige chaque maison à faire face à une vérité qu'elle évite. Ils copient tous l'histoire, mais avec des autorisations. » Pendant ce temps, Giovanni s'est retrouvé dans une situation perdant-perdant. S'ils poursuivaient, ils auraient l'air mesquin. S'ils restaient assez silencieux, ils auraient l'air impuissant. Quoi qu'il en soit, Meghan avait de nouveau inversé le récit. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est ce qui allait suivre. Parce que juste au moment où Giovanni commençait à préparer une stratégie de règlement discrète pour désamorcer la situation, une deuxième vague d'images a fuité. Des photos que Meghan n'avait jamais publiées, mais qui provenaient clairement du même tournage. Sauf que cette fois, la toile de fond n'était pas neutre. C'était indéniablement l'atelier Giovanni, et c'est là que les murmures ont commencé. Avait-elle réellement filmé à l'intérieur de leur siège? Les photos ont frappé Internet comme un coup de tonnerre. Au début, personne ne croyait qu'elles étaient réelles. L'éclairage, la toile de fond, le décor, tout était trop spécifique, trop précis. Mais ensuite, une blogueuse de mode à l'œil vif a comparé l'une des images divulguées de Meghan à une photo d'archives de Vogue de 2019, et le motif du plancher de marbre était identique. Ce n'était pas une réplique, c'était le véritable atelier Givenchy à Paris. La rumeur s'est répandue instantanément. Meghan a-t-elle tourné à l'intérieur du propre siège de Givenchy? Comment est-elle entrée? Les forums de mode se sont transformés en tableaux de détective, analyses côte à côte, correspondance architecturale, théorie de la chronologie. En quelques heures, la boîte de réception des relations publiques de Givenchy a été ensevelie sous des milliers d'heures de demandes de renseignements de la presse. La maison, normalement calme et silencieuse, s'est fissurée. Un porte-parole a publié une déclaration inhabituellement émouvante au Le Figaro. Toute imagerie produite dans nos espaces créatifs privés sans autorisation constitue une violation de domicile et une violation de la confidentialité de la marque. Ce seul mot, violation de domicile, a tout changé. Soudain, ce n'était plus juste une autre controverse de mode de Meghan. C'était une infraction pénale potentielle. Les tabloïds parisiens l'ont surnommé le cambriolage de Givenchy. À Montecito, l'équipe de Meghan était furieuse. Sa directrice des communications aurait jeté son téléphone sur la table en criant « Il vous traite de criminel pour être resté près d'une machine à coudre. » Mais Meghan Stanley est restée calme. Elle s'est versé un café, a regardé son reflet dans la fenêtre sombre et a dit « S'ils pensent à ce que j'ai cambriolé, c'est peut-être parce que j'étais déjà effacée. » Plus tard dans la soirée, elle a publié un message énigmatique à ses abonnés. Parfois, les portes s'ouvrent lorsque le silence dure trop longtemps. La publication ne confirmait ni ne niait rien, mais elle a alimenté le feu. Cette nuit-là, des images de paparazzi français ont fait surface. Des photos floues de caméras de sécurité montrant un VUS noir garé près du quai de chargement de Givenchy 2 semaines plus tôt. Sur les images, une femme portant un long manteau pouvait être vue en train de sortir, flanquée de 2 assistants et d'un photographe. Les tabloïds n'ont pas hésité.
Ils l'ont surnommée la Duchesse dans le noir. Vrai ou non, l'histoire était trop puissante pour être arrêtée. Et en 24 heures, l'histoire était passée des pages de mode aux médias grand public, BBC, CNN, Vanity Fair, tous diffusant le même titre. Givenchy accuse Meghan Markle de séances photos non autorisées au siège de Paris. Pour la plupart des célébrités, cela aurait été un suicide de carrière. Pour Meghan, c'est devenu une opportunité, parce que pendant que le monde débattait de savoir si elle avait commis une violation de domicile ou non, elle a téléchargé une seule vidéo en noir et blanc sur sa page. Elle s'est ouverte sur un gros plan d'une étane aiguille à coudre perçant la soie. Délicat, rythmique, hypnotique, puis sa voix. La création n'a pas besoin de permission, pas de contexte, pas de mention de Givenchy, juste de l'art, de l'élégance et du défi. La vidéo a atteint 50 millions de vues en une journée. Ses fans l'ont qualifiée de rébellion cinématographique. Ses détracteurs l'ont qualifiée de preuve. Mais quoi qu'il en soit, Meghan l'avait fait à nouveau. Elle avait transformé l'accusation en performance et l'humiliation en spectacle. Pourtant, à l'intérieur de la salle de conférence de Givenchy, quelque chose de plus sombre se déroulait. Parce que pendant que le public se disputait au sujet du symbolisme, l'équipe juridique de la maison avait découvert quelque chose d'indéniable. Des métadonnées des photos divulguées prouvant que les images avaient été prises à l'intérieur de l'atelier un dimanche matin, alors que les journaux d'accès ne montraient aucune entrée autorisée. Et cela signifiait une chose. Quelqu'un à l'intérieur l'avait laissé entrer. Lorsque la révélation des métadonnées a fait surface, c'était comme si une bombe explosait à l'intérieur des murs de marbre de Givenchy. L'horodatage était clair. 7h43 dimanche, jour de congé de l'atelier. Le système de sécurité avait enregistré un remplacement manuel sur une entrée arrière habituellement réservée aux livraisons. La carte d'accès enregistrée auprès d'une couturière assistante temporaire. Le lundi matin, cette couturière avait disparu. Contrat résilié. Entente de confidentialité invoquée. Silence acheté, mais les dégâts ne pouvaient pas être réparés. Quelqu'un à l'intérieur de Givenchy avait aidé Meghan à entrer. Les initiés de la mode étaient stupéfaits. Ce n'est plus seulement une fuite, a déclaré une l'éditrice parisienne pour Elle France. C'est une infiltration. La duchesse a retourné la maison contre elle-même. La direction de Givenchy était furieuse, mais aussi terrifiée, parce que même si elle pouvait prouver que les photos avaient été prises à l'intérieur, elle ne pouvait pas prouver pourquoi. Était-ce un employé voyou, un tournage planifié ou quelque chose de pire encore, un stratagème pour exposer leur hypocrisie? Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'équipe de Meghan avait payé la couturière, mais aucune preuve n'a jamais fait surface. Au lieu de cela, la femme, identifiée uniquement comme Clémos L., a fait une brève déclaration par l'intermédiaire d'un ami. Elle ne l'a pas forcée à entrer, elle était gentille, gracieuse. Elle a dit qu'elle voulait remercier la pièce qui a confectionné sa robe de mariée. Cette seule citation a divisé Internet en deux. Était-ce de la nostalgie ou de la manipulation? Le lendemain, des hashtags ont de nouveau inondé Twitter. Thank the Room est devenu une tendance mondiale, avec des mèmes, des montages et même des t-shirts montrant la silhouette de Meghan sous le célèbre plafond en miroir de Givenchy. À Montecito, Meghan a regardé la tendance se dérouler comme un chef d'orchestre, regardant un orchestre qu'elle n'avait plus à diriger. Son assistante lui a demandé si elle devait publier une déclaration. Meghan a simplement secoué la tête. S'ils disent que j'ai cambriolé, alors la pièce valait la peine d'être visitée. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Le soir même, la société mère de Givenchy, LVMH, est de nouveau intervenue, non pas avec des avocats cette fois, mais avec des stratèges. Une réunion privée a été convoquée entre les dirigeants de Givenchy, les conseillers en relations publiques et les consultants en images d'entreprise de Dior et Fendi. Leur conclusion était unanime. La confrontation directe ne faisait que l'amplifier. Ils ont donc conçu une contre-attaque plus subtile, une contre-attaque qui étoufferait le récit sans le combattre. Première étape,
contacter discrètement les principales publications de mode et leur offrir des aperçus exclusifs de la prochaine ligne couture de Givenchy à la condition qu'elles évitent de couvrir l'affaire de la duchesse. Deuxième étape, lancer une campagne sur l'artisanat plutôt que sur la controverse, en se concentrant sur l'héritage de l'italier. En quelques jours, les chaînes officielles de Givenchy ont été inondées de clips en noir et blanc, des coulisses montrant des couturières cousant des robes, des artisans pressant de la soie et des designers dessinant en silence. Pas de mots, pas de musique, juste de l'artisanat pur. Le slogan disait « Notre histoire est cousue, pas parlée ». Les critiques l'ont salué. Les magazines l'ont qualifié de masterclass en puissance silencieuse. Mais sous les applaudissements, tout le monde savait ce que c'était vraiment, une réprimande. Et pourtant, cela s'est retourné contre eux parce que les mêmes images, les aiguilles, le fil, le doux bourdonnement des machines à coudre ressemblaient étrangement à la vidéo virale de Meghan des jours précédents. Les commentateurs l'ont remarqué instantanément. Attendez, qui copie qui maintenant? L'ironie était brutale. L'image même que Givenchy avait essayé de récupérer donnait maintenant l'impression d'être une imitation. Même les étudiants en mode ont commencé à publier des comparaisons côte à côte avec la légende inspirée par la pièce qui la remerciait. Une fois de plus, Meghan avait transformé leur silence en son miroir. Chez LVMH, la frustration s'est transformée en incrédulité. Elle c'est imprévisible, a déclaré un dirigeant dans un courriel divulgué. Elle n'a pas besoin de contrat, elle a besoin de symboles, et c'est plus difficile à combattre que des avocats. À la fin de la semaine, le service des relations publiques de Givenchy a proposé une dernière mesure, quelque chose de radical, quelque chose de décisif. Il publierait une déclaration, non pas par le biais de la presse, non pas par le biais d'avocats, mais par le biais de l'art. Et ce serait leur attaque la plus impitoyable à ce jour. L'art est arrivé discrètement. Pas de communiqué de presse, pas de buzz avant le spectacle, juste une mystérieuse invitation glissée dans les boîtes de réception des principaux journalistes de mode. Lieu, Musée des Arts Décoratifs, Paris. Titre de l'événement, la Chambre blanche. Personne ne savait ce que cela signifiait, mais le monde de la mode s'est quand même présenté. Lorsque les invités sont en train d'entrer, ils ont trouvé toute la salle d'exposition transformée en une réplique de l'atelier de Givenchy. Des tables de couture brillantes, des rouleaux de soie, des mannequins en train de coudre. C'était époustouflant, révérencieux, presque spirituel. Et au centre de la pièce se trouvait une seule exposition. Un mannequin drapé dans une robe blanche à moitié finie entourée de cordes de velours. À côté, une plaque gravée disait « Aux mains invisibles qui créent, pas aux intrus qui imitent ». Des halètements ont parcouru la foule. Le message était indubitable. Givenchy avait transformé sa propre créativité en accusation. C'était leur façon de dire « Nous construisons un héritage. Vous l'empruntez ». En quelques heures, des photos de l'installation ont inondé les médias sociaux. Chaque légende portait le même refrain. La vengeance silencieuse de Givenchy. Les critiques l'ont salué comme une déclaration dévastatrice sans un seul mot. Mais pour les adeptes de Meghan, c'était la preuve de quelque chose d'autre. L'obsession. Elle vit gratuitement dans leur musée, a déclaré un tweet viral. Ils ont transformé toute une exposition en un subtweet. Et d'une certaine manière, ils avaient raison parce que l'exposition a attiré plus de monde que n'importe quel spectacle de Givenchy cette année. Des touristes, des étudiants, des influenceurs, tous chuchotant la même chose. Il s'agit d'elle. À Montecito, Meghan a également vu les photos. Son assistante lui a montré la plaque, nerveuse, s'attendant à de l'indignation, mais Meghan a seulement souri faiblement et a dit « Ils ont construit une pièce pour prouver qu'ils se souviennent encore de moi. Ce n'est pas un rejet, c'est une commémoration. » Puis elle a ajouté doucement « Ils l'ont appelée la Chambre blanche. Mais ils ont oublié, c'est moi qui ai porté du blanc en premier. » Le lendemain matin, une publication subtile est apparue sur son compte Instagram. Une seule image, un gros plan d'un gant blanc posé sur du tissu, la lumière traversant une fenêtre.
Pas de légende, juste le son de douce haute couture, légèrement audible dans la bobine. Ses abonnés ont inondé les commentaires. Elle leur a répondu sans dire un mot. Elle les fait jouer à son propre jeu. Même Vogeia l'a admis. Givenchy a essayé de contrôler le récit, mais a fini par organiser le sien. Au 3e jour, la chambre à Bloom affichait complet pour le mois, mais la boutique de cadeaux du musée a commis une erreur involontaire. Parmi les cartes postales et les affiches exposées, une image se démarquait. Elle montrait la robe blanche à moitié finie, avec un reflet légèrement visible dans le sol en miroir en dessous. Et ce reflet, mince, aux cheveux foncés, portant un manteau, ressemblait étrangement à Meghan Markle. Internet a explosé. Des fils de discussion sur la conspiration affirmaient qu'elle avait visité l'exposition après les heures d'ouverture ou que Givenchy avait intentionnellement planté l'image comme une moquerie. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Le mythe s'était déjà formé. Meghan était de nouveau dans la pièce. Et cette fois, même Givenchy ne pouvait pas effacer son ombre. Le scandale du reflet a fait passer la Chambre à Blanche d'une exposition d'art à une obsession mondiale du jour au lendemain. En 48 heures, le reflet était une tendance dans plus d'une douzaine de pays. Certains ont juré que la silhouette pâle sous le mannequin était celle de Meghan. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une coïncidence, d'un fantôme dans la lumière. Givenchy a refusé de commenter. Le musée a nié avoir modifié l'image, mais le silence n'a fait que la rendre plus forte. Les tabloïds ont publié des analyses côte à côte mesurant les proportions des reflets par rapport à la taille connue de Meghan. Les blogueurs de mode ont disséqué sa tenue possible à partir du flou. Même CNN a diffusé un segment intitulé « La duchesse dans le miroir, art ou apparition ». Dans les bureaux de Givenchy, les dirigeants étaient exaspérés. L'installation même destinée à l'effacer était devenue un sanctuaire à son mythe. Une note de service interne divulguée à Léonde disait « Nous avons cherché à clore le récit. Au lieu de cela, nous l'avons ressuscité. » Pendant ce temps, à Montecito, l'humeur de Meghan était la plus calme depuis des mois. Son assistante lui a tendu un iPad montrant la photo du reflet et lui a demandé si elle l'avait vu. Meghan a regardé l'écran, a fait une pause, puis a dit doucement « C'est parfait, ils ont construit le miroir. J'ai juste laissé le miroir montrer la vérité. » Cet après-midi-là, le compte de sa marque a publié un carré noir avec une seule ligne de texte. Chaque reflet commence par la lumière. Pas de hashtag, pas d'explication. Internet a perdu la tête. Était-ce une confirmation, un démenti, une moquerie? Personne ne pouvait le dire. Et c'était ça, le génie. En une journée, des montages de la photo du reflet ont inondé TikTok. Les utilisateurs ont ajouté des voix off de ses anciens discours en les mélangeant avec des images de Lishra Blanche. Un clip viral intitulé « Ils ont essayé de l'encadrer et elle est devenue le cadre » a atteint 10 millions de vues en une journée. Même les critiques culturelles, longtemps fatiguées de ces controverses, n'ont pas pu détourner le regard. Une chroniqueuse du Guardian a écrit « Qu'elle l'ait mise en scène ou non, Meghan a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Elle a transformé la couture en folklore. » Au siège de LVMH, la frustration a cédé la place à la résignation. Le président aurait demandé lors d'une réunion à huis clos. Comment se battre contre quelqu'un qui fait ressembler chaque perte à une légende? Malgré tout, Givenchy avait une carte à jouer. Ils avaient tranquillement préparé leur prochaine campagne de couture, et cette fois, ils ne joueraient pas la défense. Le nouveau thème, la scène entre les mondes, une allusion indubitable à l'imagerie des pièces CCC de Meghan et à son mélange constant de fantaisie et de réalité. La bande-annonce a été diffusée à minuit, heure de Paris. Un mannequin traversait une série de miroirs, son reflet ne correspondant jamais tout à fait à ses mouvements. À la fin, une ligne est apparue à l'écran. Ce que vous voyez n'est pas toujours qui vous êtes. La publicité est devenue virale instantanément. La moitié du public l'a qualifiée de magnifique et obsédante. L'autre moitié l'a qualifiée de méchanceté déguisée en élégance.
Et une fois de plus, le récit s'est tordu parce qu'à chaque fois que Giovanni parlait, même à travers l'art, on avait l'impression qu'il lui parlait encore. La querelle avait transcendé la mode. Il ne s'agissait plus de design, c'était de la mythologie, un dialogue tacite entre le créateur et la création qui résonnait à travers le verre, la soie et les écrans. Et Meghan, qu'elle l'ait voulu ou non, était devenue quelque chose de bien plus durable qu'une ambassadrice ou une muse. Elle était maintenant un reflet qui refusait de s'estomper. Dans les semaines qui ont suivi, la querelle entre Meghan et Giovanni a évolué vers quelque chose que personne n'aurait pu prédire, un paradoxe culturel. Le monde de la mode ne se contentait plus de parler du scandale. Il l'étudiait. Des universités de Londres et de Milan ont commencé à attribuer des études de cas intitulées « Le phénomène de réflexion de Giovanni ». Des tables rondes ont débattu de la question de savoir si Meghan avait exposé l'hypocrisie de la mode ou s'était simplement servi d'elle. Pendant ce temps, la campagne « Same Between Worlds » de Giovanni a continué de dominer les défilés. Son imagerie, des mannequins marchant à travers des miroirs brisés, des reflets retardés d'une seconde derrière la réalité, était indéniablement magnifique. Mais en ligne, le symbolisme était impossible à séparer de Meghan. Les reflets ressemblaient exactement à ces vidéos, a écrit un fan. Ils ont essayé de l'effacer, mais maintenant leur mannequin marche dans son fantôme. Même les critiques neutres ont commencé à le reconnaître. Une chroniqueuse de mode du New York Times a admis: chaque image ressemble à une dispute avec quelqu'un qui n'est pas là mais qui détient toujours la conversation. À l'intérieur de Giovanni, la fatigue s'installait. Les ventes étaient fortes. Oui, la controverse a toujours aidé, mais le moral était brisé. Les designers ont chuchoté que l'identité de la maison était devenue réactive. Ne plus mener, mais répondre. Et dans ce silence, Meghan a frappé à nouveau. Non pas avec une vidéo, non pas avec une campagne, mais avec une lettre. Une note manuscrite est apparue dans la boîte de réception de Le Monde de la mode, envoyée par courrier depuis la Californie. Elle était courte, signée à l'encre noire et authentifiée par son équipe. J'ai porté leur héritage une fois, je l'ai rendu poli. Ils ont confondu le reflet avec la rébellion, mais le reflet est simplement ce qui se passe lorsque la lumière refuse de disparaître. La lettre a été publiée intégralement. Elle était lyrique, énigmatique, emblématique et instantanément emblématique. Sur les médias sociaux, la citation s'est répandue comme une traînée de poudre. « La lumière refuse de disparaître » est devenu le nouveau cri de ralliement de ses partisans. Des artistes ont peint des fresques de Meghan debout dans une piscine de tissu miroitant. Des producteurs de musique ont échantillonné sa voix à partir d'anciennes interviews, en bouclant ses mots dans des morceaux électroniques. Et une fois de plus, la ligne entre la célébrité et le folklore s'est estompée. Meghan ne faisait pas seulement partie du cycle de l'actualité, elle était le cycle. Même le propre directeur artistique de Giovanni, dans une interview non gardée des mois plus tard, a admis « Nous avons essayé de faire taire un écho. Mais les échos sont patients et savent attendre que vous arrêtiez de parler. » Cette citation est devenue la touche finale parce qu'en admettant que Giovanni avait fait exactement ce que Meghan avait prédit dès le début, elle avait transformé son silence en leur langue. L'héritage de la maison a survécu. Sa légende a grandi et, quelque part entre les deux, entre l'art et le scandale, la couture et la rébellion, une nouvelle mythologie est née. Isnée. La duchesse qui exigeait la collaboration avait créé quelque chose de bien plus durable, un miroir permanent à l'intérieur du monde de la mode. Un miroir auquel aucune marque ne pourrait plus jamais détourner le regard. 6 mois plus tard, la Fashion Week de Paris s'est ouverte avec une annonce inattendue. Meghan Markle, la duchesse, l'exilée, l'écho, était de retour dans les manchettes. Mais cette fois, elle n'était liée à aucune marque, à aucun scandale, à aucune rumeur. Elle lançait la sienne. Le communiqué de presse est arrivé comme un éclair à l'aube. Présentation d'Arc, une maison de réflexion. Le nom était délibéré, français pour arche, un clin d'œil à la fois à l'architecture et à la Renaissance. Le slogan disait simplement « Construit à partir de ce qu'ils refusent de voir ». L'annonce a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie. Pas de sponsor,
Pas d'investisseurs, pas de co-signature de LVMH ou de Kering, juste Meghan. Autofinancée, autogérée et, selon des initiés, complètement indifférente à la politique de l'Ancien Monde. Ses débuts n'étaient pas un défilé. C'était une expérience numérique immersive, une exposition en ligne mêlant mode, film et son. Chaque image rappelait l'esthétique pour laquelle elle avait été critiquée. Des miroirs, des halls de marbre, une lumière fracturée. Mais cette fois, c'était la sienne. Le premier look, une robe d'un blanc pur cousu à partir de soie recyclée, brodée de faibles lignes de poésie visibles uniquement sous flash. Lorsque les photographes ont publié leurs clichés, les mots sont apparus comme un message secret fantomatique. Vous pouvez briser un miroir, mais pas ce qu'il se souvient. Cette ligne est devenue le cœur de la campagne. La presse l'a qualifiée de couture de vengeance. Les fans l'ont qualifiée d'art de libération. Même ses critiques les plus virulents ont dû admettre que l'exécution était impeccable. Chaque détail, de la musique minimaliste à l'environnement d'exposition en 3D, hurlait l'indépendance. Elle avait transformé toute sa bataille avec Givenchy en une histoire d'origine. Les plus grandes maisons de la Fashion Week se sont empressées de répondre. Dior a publié une déclaration la félicitant pour son courage et son évolution créative. Givenchy, silence total. Aucune reconnaissance publique. Pas de déclaration. Pas de publication, mais le monde l'a remarqué. Et ce silence, le leur maintenant, a parlé plus fort que n'importe quelle campagne. En quelques jours, le site d'Archie s'est effondré sous un trafic record. Sa première collection capsule, The Light That Stayed, s'est vendue en moins de 4 heures. Des célébrités de Zendaya à Cate Blanchett ont été aperçues portant ces pièces lors de soirées après défilé. Une semaine plus tard, Vogue UK a publié le titre inévitable « De muse à maison ». Meghan Markle construit la maison qui a refusé d'oublier. Dans l'interview vedette, elle était calme, gracieuse et chirurgicale dans son phrasé. Interrogée sur Givenchy, elle a souri faiblement et a dit « Ils m'ont appris quelque chose d'inestimable. Le silence n'est que l'espace avant que le son ne revienne. » L'intervieweur a décrit son ton comme ni amer ni triomphant, juste certain. À la fin de la saison, l'impossible s'était produit. Meghan Markle, autrefois mise à l'index par les cercles d'élite de Paris, était maintenant étudiée comme le modèle pour savoir comment transformer le récit en arme grâce à l'art. Givenchy a poursuivi son héritage, plus ancienne, plus calme, légèrement hantée. Leur prochaine collection présentait un motif récurrent, des coutures de verre traversant de la soie noire intitulée « Écolines ». Les critiques l'ont remarqué. Ils remarquent toujours parce que chaque scintillement, chaque reflet, chaque éclat de lumière sur ce défilé portait son fantôme, non pas comme un scandale, mais comme une paternité. La duchesse n'avait pas seulement survécu au rejet de la couture. Elle avait réécrit ses règles. Son histoire n'appartenait plus aux maisons de couture, aux tabloïds ou même à la couronne. Elle appartenait au monde qu'elle avait construit à partir de leurs fragments. La maison faite de miroirs, où le silence parlait plus fort que les applaudissements, et où le reflet finissait par regarder en arrière et sourire.